Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 13 décembre. Au menu aujourd'hui, un point sur les transports avec le Nyon Saint-Cergue et en image découverte du projet d'architecture de la Steppe sur le site du Lavasson à Gland. En sport, rencontre avec le Volleyball Club de la Côte et enfin en culture, on monte sur les planches avec la compagnie Tarado. Toujours sur les routes du district, mon très cher collègue Alexandre Caporal. Bonjour, où es-tu en ce lundi matin ? Bonjour Andrea. Écoute, je suis à Crassier dans le domaine agricole des Mélis. Serge Mélis est le syndic de Crassier et on va aller le voir puisqu'il a trouvé une astuce pour protéger ses poules. Alors tu vois derrière moi toutes les poules des Mélis, il y en a une centaine. À ton avis, comment, si tu avais autant de poules, Andrea, comment tu les protégerais des attaques des rapaces ou des renards, toi ? Mais je connais la réponse et maintenant elle est si géniale qu'au fait je ferai exactement la même chose. Très bien. Alors c'est des animaux assez spéciaux et on laisse quand même le suspense pour les téléspectateurs. Voilà. Ouais, d'accord. Des animaux très mignons qu'on découvrira tout à l'heure. On actu des cas de Covid-19 et des quarantaines mettent à mal l'effectif du Nyon Saint-Cergue. Un train sur deux est actuellement supprimé entre Nyon et Genelier et ce jusqu'à nouvel avis. On en parle avec vous, Didier Ray, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le directeur ad interim de la compagnie. Alors avant d'expliquer comment on en est arrivé là, est-ce que vous pouvez nous préciser de quel train il s'agit exactement ? Avec plaisir. Il s'agit donc des navettes au quart d'heure le matin entre Nyon et Genelier au 08 et au 09, départ dans les deux sens, parce qu'on a effectivement une pénurie de mécaniciens. Par contre, pour éviter de forcer les gens à trop se grouper entre eux, on a joint les deux rames. Donc ça veut dire qu'en termes de capacité de transport, on arrivera aux mêmes capacités qu'avant, simplement que les gens auront plus le choix de cette navette-là au quart d'heure. Elles devront prendre soit la partie avant, soit la navette après. Donc en termes d'effectifs, on peut recevoir le même nombre de voyageurs. Quand on parle quand même du train au quart d'heure dans la région, on sait que c'est un petit peu l'étiquette qui fait vendre aujourd'hui dans cette région. Donc j'imagine que ça complique un petit peu les choses quand même de votre côté. Ça compliquera un petit peu les choses de notre côté. J'ose pas dire que la pandémie nous aide parce qu'il y a beaucoup de télétravail qui se fait, puis surtout qu'elle nous a pénalisés justement avec nos mécaniciens. Je dirais aussi qu'on arrive dans la phase de l'année où il y en a peut-être un peu moins besoin parce qu'on a les fêtes qui vont arriver, les gens vont peut-être un petit peu moins voyager. Ça nous permettra aussi à nous de soulager nos mécaniciens, ceux qui sont mis à contribution pour compenser ceux qui sont malades. Il faudra aussi leur laisser le temps de se reposer après. Ouais, aujourd'hui, de combien de personnel est-ce qu'on parle ? Combien de personnes ne sont pas là ? Il y a 8 personnes qui ne sont pas là sur 30 mécaniciens à peu près. Et le problème qu'il y a, c'est que si vous avez un problème de bus, vous pouvez toujours faire intervenir un chauffeur qui viendrait d'une autre entreprise parce que les panneaux routiers sont exactement les mêmes pour tout le monde. Quand vous parlez de voie de chemin de fer, c'est spécifique chaque fois à la voie. Donc vous ne pouvez pas demander à un collègue, soit de Nyon, soit d'Yverdon, soit de Morges, de prêter ou de louer un de ses collaborateurs parce qu'il faut être formé spécifiquement sur cette ligne-là. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire sur le nombre de personnel ? Est-ce que ce problème aujourd'hui est rendu visible à cause du Covid, mais est-ce que ça signifie qu'il y a un manque d'effectifs au sein du Nyon Saint-Cergue ? Non, ça serait plutôt la poisse de la série noire, j'entends, parce qu'on sait qu'à peu près, en termes de maladies, en termes de quarantaine, vous avez une sorte de distribution qui pourrait se faire de manière un peu plus équitable. Chez nous, c'est tout arrivé au même endroit. Donc si on regarde au niveau de l'entreprise dans son ensemble, on n'est pas plus victime que d'autres. Par contre, comme c'est spécifiquement sur cette activité-là, on est pénalisé. Ouais, mais est-ce que cette activité-là, justement, elle est difficile à recruter ? C'est vrai que vous parlez de ces mécaniciens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile de les recruter ou pas forcément ? Oui, non, c'est facile de les recruter. Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas payer des gens au cas extrême où tout d'un coup, on aurait un tiers des effectifs qui seraient en quarantaine ou en maladie, parce que ça ne se passe jamais. On vit vraiment des circonstances exceptionnelles pour énormément de choses. Là, on a exactement les effectifs qu'il faut. Donc, c'est pas parce qu'il nous manque des effectifs. On a un respect pour ces mécaniciens-là, ou mécaniciennes, parce qu'on a aussi des dames qui viennent. Donc on a un respect pour ces gens-là, et ces gens-là sentent aussi le respect, non seulement de leur direction, mais aussi des clients. Donc ce n'est pas forcément une profession qui est difficile à recruter. Ouais, les clients, justement, comment est-ce qu'ils réagissent ? On sait que toutes ces suppressions de trains, forcément c'est embêtant. Comment est-ce qu'ils réagissent aujourd'hui ? Pour l'instant, on a eu un retour négatif, un seul. Tout le reste, c'est des gens qui comprennent, parce qu'ils vivent ça peut-être aussi dans le cadre de leur propre activité professionnelle, voire dans le cadre de shopping ou de sortie. Donc on a beaucoup plus affaire à de la compréhension et même à de la bienveillance.
C'est vrai. Merci d'ailleurs pour ça. Didier Rey, vous nous parliez tout à l'heure de cette loi des séries. Il y a quelques mois, on apprenait par voie de communiqué la suspension avec effet immédiat du directeur des transports publics de la région lyonnaise, de la compagnie d'Union Saint-Sergue. Vous êtes aujourd'hui le directeur ad interim. Il était évoqué des présomptions de dysfonctionnement, mais est-ce que ce manque de personnel a un lien avec cette affaire ou pas du tout ? Absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que ma présence est requise le temps qu'un audit se fasse. L'audit va se faire sur les structures de la société, donc les structures organisationnelles de la société, et sur le relationnel à l'intérieur de la société. Et en fait, je suis là simplement parce que vous savez comme moi que quand il y a des auditions, souvent les gens sont peut-être un tout petit peu, comment dire, insécurisés. Donc ma présence est vraiment pour les sécuriser, pour que l'entreprise continue. Elle continue avant que j'arrive, elle continuera après que je sois parti. C'est simplement pour assurer une transition. J'oserais ce jeu de mots en disant j'essaie de la maintenir sur les rails, mais elle était facile. C'est vrai. Mais aujourd'hui, justement, vous essayez de la maintenir sur les rails. Mais comment se porte aujourd'hui la santé et l'entreprise d'Union Saint-Sergue ? Parce que c'est vrai, on a quand même l'impression que le bateau prend un peu l'eau. On a ces suppressions de trains, d'un côté, des retards dans les travaux du futur dépôt. Qu'est-ce qui ne va pas, Union Saint-Sergue ? La poisse. La poisse. Vous savez, des fois, quand tout se passe bien, on arrive au bout d'une opération et il se dit, mais finalement, il n'y a rien qui était... Il n'y a aucun indicateur qui était rouge, c'est pour ça que tout s'est bien passé. Nous, on est dans une situation où tout devrait être vert et tout d'un coup, il y a un petit orange. Alors, le petit orange fait que dans le milieu du ferroviaire, on est obligé de faire attention parce que tout le monde a les yeux sur nous, y compris l'Office fédéral à Berne et puis la DGMR à Lausanne. Donc, on se doit d'être extrêmement prudent. Dès l'instant où il y a un doute, dès l'instant où il y a un risque, on préfère arrêter, s'assurer que tout se passera bien, que toutes les normes sont respectées, puis après on continue. Donc, il n'y a pas le feu au lac. D'accord. Bon, en tout cas, vous me semblez garder le sourire, vous avez de l'humour, vous avez aussi de l'expérience. Je pense que c'est pour ça qu'on est venu vous chercher. Vous êtes directeur des autotransports de la vallée de Joux. Aujourd'hui, quelle était la priorité pour vous en arrivant au sein de cette entreprise ? La première priorité, c'était quand même d'écouter mes gens. Parce que quand on parle de dysfonctionnement, encore une fois, je ne m'exprime pas là-dessus, mais quand on parle de dysfonctionnement, on parle aussi peut-être de gens insécurisés, de gens qui sont un petit peu perdus. Et puis, j'allais dire, ma priorité, c'était déjà me présenter auprès de ces cadres, de ces directeurs, de ce personnel de conduite aussi qui mérite la même attention et de leur dire, je suis là, vous avez un problème, je peux vous aider. Venez, faites usage de ma présence là, si vous avez quoi que ce soit, où vous savez que je peux vous aider. Qu'est-ce qui a été changé dans les premiers délais de vos instants d'arrivée ? Je vais vous donner une petite anecdote. On m'a posé une question et puis j'ai répondu. J'ai dit non. Puis en fait, les gens étaient un peu surpris en disant, voilà une réponse. Nous, ça faisait quelques temps qu'on attendait, quand on posait des questions, à ce qu'il y ait une réponse. Alors j'ai dit, le problème que vous allez avoir, c'est que je ne vais pas forcément toujours vous donner la réponse que vous espérez entendre. Après, c'est à vous à venir avec les arguments qu'il faut pour que j'aille dans votre sens-là. J'ai appris à diriger, j'ai appris à prendre des décisions et à les assumer. Autant que les gens fassent usage de ça aussi en ce qui me concerne. Autant au niveau de la présidence, donc des deux sociétés, TPN et Union Saint-Sergue et des conseils d'administration, que tout le personnel de direction, d'encadrement et de conduite. Venez, testez-moi, posez-moi des questions, essayez de me convaincre si vous avez une orientation plutôt qu'une autre qui vous convient, et puis on pourra discuter. Ouais. Aujourd'hui, alors vous nous avez dit que l'entreprise était toujours sur les rails. Pour qu'elle le reste, qu'est-ce qu'il faut pour l'avenir et pour la suite ? Que le Covid s'arrête un petit peu, que pour le reste, je crois que tout va bien. On a eu un problème de neige vendredi, mais je veux dire, la neige, elle est là pour tout le monde aussi. Je pense que la société n'a rien de plus que ce qu'elle a. Il faut simplement que l'acharnement de cette poisse-là décide de se reposer un petit peu. La faute au mauvais sort, c'est ce que vous nous dites, Didier Rey. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci beaucoup, à vous aussi. On reste en actu, mais avec l'association intercommunale pour l'apuration des eaux de la Côte, qui a présenté les contours de son futur site du Lavasson. Le projet lauréat Limpide était présenté au public la semaine dernière et a été remporté par 2 bureaux nyonnais. On découvre les images. Ce projet est important pour nous puisque c'est la dernière pierre angulaire qu'il nous fallait pour déposer le projet du plan d'affectation à l'examen préalable. Alors ce projet lauréat qui vient d'être présenté s'appelle Limpide. Il a été réalisé par un cabinet d'architecture nyonnais. Pourquoi finalement avoir choisi ce projet-là ? Ce projet nous a plu au niveau de son intégration, de son traitement au niveau environnemental dans le site retenu, puisque c'est un site utilisé et apprécié de tout promeneur de la ville de Gland et des environs. Et on se devait de commencer
notre projet de STEP par une jolie intégration et quelque chose de plaisant. On a eu la chance d'être pilote pour cette STEP, ce qui est assez rare pour un bureau d'architecture du paysage. Donc on était en collaboration avec le bureau d'architecte Corna. Ça nous a permis de laisser la place à un véritable parc avec des biotopes, la mise en avant de l'eau, la gestion des terres également, et la création de différents écosystèmes, de prairies pour la microfaune. Quels étaient les plus gros défis pour vous, architectes, pour réaliser ce projet ? C'est de l'intégration, donc en tout premier lieu, donc de ce bâtiment dans un site. Je dirais actuellement, c'est une magnifique clairière où on retrouve des activités le week-end essentiellement avec je dirais les promeneurs, des joggers. Enfin, c'est un site qui vit. Et pour nous, c'était donc de ne pas occuper l'entier du terrain. C'était surtout de concentrer les bâtiments côté ouest. Afin d'offrir un dégagement pour redonner une partie du terrain donc à la collectivité. On s'est surtout attaché à implanter des bâtiments en tout premier lieu du côté de l'autoroute pour je dirais offrir un rempart aux nuisances de l'autoroute. Une des grandes contraintes, c'était les vues de l'extérieur sur cette STEP. Forcément, quand on parle de STEP, ça ne fait pas rêver tout le monde. Ça a un impact sur le paysage, c'est un gros bâtiment technique, il y a des nuisances au niveau des odeurs et autres. Donc, une des données principales, c'était l'intégration paysagère. Et on ne va pas dire faire disparaître la STEP, ce n'est pas le but, mais la marier à son environnement pour qu'elle s'intègre au mieux dans le paysage. La suite, on attend le retour de l'examen préalable, mise à l'enquête, traitement des éventuelles oppositions que je ne souhaite pas, validation par le conseil communal et ensuite mise à l'enquête de la station d'épuration, démarrage des travaux. Et de Gland, on part à Crassier pour retrouver Alexandre. Alors Alexandre, quel est ce secret finalement? Comment est-ce qu'on garde ces poules en toute sécurité? Eh bien, on va le savoir tout de suite avec Serge Mély qui est ici. Bonjour Serge. Bonjour. Serge qui est donc agriculteur et puis syndic de Crassier. Et alors le secret, le voici. Je te montre, ce sont 2 alpagas, 2 femelles que Serge a ramenées il y a de ça 1 mois ici pour protéger des poules. Alors du coup, j'ai envie de dire, c'est assez insolite, Serge Mély, des alpagas pour protéger vos poules des rapaces et des renards. Moi, je ne savais pas ça. Voilà, c'est assez nouveau. On ne connaissait pas l'instinct des alpagas pour protéger les poules. Tout simplement, j'ai fait des recherches sur Internet et on a pu lire que le mouton, certes, est efficace, les vaches, pas du tout. On a d'ailleurs essayé avec les vaches qui sont trop placides pour garder des poules et que l'alpaga était quasiment le seul animal qui à la fois apprécie les poules et donc tente de les sauver lors des attaques des autour. Alors comment ça se fait que les alpagas soient faits pour protéger les poules? Alors, je ne sais pas s'ils sont faits pour protéger les poules, mais leur instinct de curiosité. Et puis, je pense, comme ils apprécient les poules, ils vont les défendre. Mais peut-être plus par curiosité, pour voir ce qui se passe. On voit une attaque et on court pour essayer de défendre la poule. Alors, on va vous suivre et puis on va aller les voir un petit peu de plus près. Et vous allez pouvoir, Serge, nous les présenter. Voilà, on va dans l'enclos. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle n'était pas méchante et puis qu'elle n'allait pas nous mordre ni nous cracher dessus. Par contre, Andrea, tu vas peut-être pouvoir le constater par toi-même, mais ça nous monte dessus, les alpagas. Voilà, regarde. Donc là, elle arrive. Alors, présentez-la nous. Qu'elle s'appelle? Alors, celle-là, elle s'appelle DCA. C'est l'abréviation de défense contre retour, tout simplement, comme elle n'avait pas de nom en arrivant chez moi. L'autre, c'est la grand-mère. Elle a une quinzaine d'années. Elle s'appelle Moshika. Voilà, Moshika qui est un petit peu plus derrière, qui est un petit peu plus calme. Par contre, la jeune DCA, c'est vrai qu'elle est assez joueuse aussi. Voilà, elle se rapproche un petit peu de moi. Donc, elle regarde là comme ça. Elle se demande un peu ce que c'est En fait, c'est le téléphone. Et puis c'est surtout la perche à selfie qui l'embête un petit peu, DCA. Et donc ça vit jusqu'à combien d'années un alpaga? Environ une quinzaine d'années. Donc, l'autre est vraiment une grand-mère maintenant. Celle-là est âgée d'1 année et demie. Elle est un peu plus folle. Et d'ailleurs, c'est celle qui nous attaque, ou attaque est un bien grand mot, mais qui pourrait, par exemple, être dangereuse quand elle nous saute dessus. Surtout si voilà. Et on continue avec du... Voilà, donc comment chevaucher un alpaga
en 2 leçons. Donc bon, à part ça, Serge, c'est pas dangereux pour nous. Par contre, c'est dangereux effectivement pour les rapaces. Alors pour les rapaces, les autours, bien entendu, ils ne doivent pas être dérangés. Ils vont très vite, hein, ils arrivent à 100 km/h sur leur proie, notamment les poules les plus petites et les plus blanches parce qu'elles sont plus facilement repérables. Il faut que l'alpaga soit là au bon moment et simplement en courant sur l'attaque, eh bien l'autour préfère s'en aller. Mais il faut que ça soit bien sûr rapide parce que l'autour, lui, il est très rapide aussi. Donc l'alpaga est efficace s'il se rend compte de la scène dans les quelques secondes qui suivent. Si c'est tôt le matin, qu'il dorme encore parce qu'il se lève uniquement quand le soleil se lève, eh bien l'autour peut attaquer. Donc je dirais que c'est d'une efficacité partielle. Et donc c'est vrai que vous avez vu des bons résultats pour le moment? Oui, alors il nous a sauvé quelques-uns justement lorsque l'autour est seul. Là, on a pu intervenir parce que les poules crient et l'alpaga court. Si les autours attaquent en escadrille, ce qui est rare, mais c'est arrivé, là, ils ne peuvent plus rien faire. Alors, il y a trop d'autours pour qu'ils puissent intervenir. Et puis l'autour. Donc là, voilà, DCA se rapproche un petit peu de moi. Je crois qu'elle a pas très envie que je reste trop longtemps dans son enclos. Andrea, voilà, elle me met des petits coups de pied en plus. Voilà, bon, c'est effectivement beaucoup moins que les lamas. Bon, c'est pas très dangereux. Alors, elles nous viennent d'où ces 2 alpagas, Serge? Alors, si vous demandez l'origine, bien entendu, c'est le Pérou, c'est la cordillère des Andes. Et autrement, tout à fait localement, ils sont élevés à Chézeray par Laurence Hauser, qui a un élevage d'alpagas et qui me les a prêtés à titre d'essai. Ah, d'accord, à titre d'essai. Et qu'est-ce que ça demande comme soin ou bien comme approvisionnement? Enfin, comment vous vous en occupez de ces alpagas? C'est un animal très rustique qui se contente d'un peu de foin, de l'herbe quand il y en a. Et puis, c'est tellement rustique vous voyez, il n'a même pas voulu goûter les granulés qu'en leur donnant un petit cadeau. Donc, vraiment très, très facile à garder. Ouais. En plus, une simple cabane leur suffit pour se protéger des grandes intempéries. Mais ces jours de neige, ils dorment dehors. Ah, d'accord. Ils apprécient la neige. Par contre, c'est un petit peu plus difficile en été, hein, il me semble. Alors, bien sûr, en été, c'est l'inverse. Alors, à 30 degrés ou 25 degrés, ils souffrent la chaleur. Il faut vraiment qu'ils aient de l'eau à volonté et surtout de l'ombre. Voilà. En tout cas, voilà, elle essaie de passer sa tête sous mes jambes. Et bon, j'ai pas fait de l'équitation sur alpaga pour le moment. Mais je pense que voilà, on va pouvoir... Ah bah, elle m'attrape le pantalon carrément. Alors écoute, t'es très gentil, mais je pense qu'on va te laisser. On va te laisser aller surveiller voilà, toutes les poules qui sont là-bas. Bon, c'était un petit peu difficile à cadrer, Andrea, comme tu peux l'imaginer, mais c'était très sympa de rencontrer ces alpagas protectrices de poules. Merci Serge. Je vous en prie. Et puis, caressez-les encore une fois. Il y a une laine extraordinaire qui nous permettra de tricoter des pulls au printemps. Alors attention, parce que là vous allez... Allez. Je te laisse, Andrea, parce que... Voilà, Alexandre qui en perd les mots, une interview mouvementée. En tout cas, elles sont très protectrices, ces poules. Ces alpagas sont plus protectrices de Serge Mély que des poules. Bah, tu nous as vendu du rêve, Alexandre. Tu veux pas essayer un petit coup de monter sur l'alpaga? Non, par contre, c'est l'alpaga. Si on continue comme ça, c'est l'alpaga qui va... Regarde, elle te fait un bisou. Voilà. Elle te fait un bisou. Elle a essayé de me faire un bisou. Voilà. C'est adorable. Merci beaucoup, Alexandre. Et puis, je ne sais pas si tu savais, mais Simone Muller, qui est avec nous sur le plateau, au fait, est voisine de ces alpagas. Mais vous ne saviez pas qu'il y avait ces alpagas? Non, je ne le savais pas. Je l'apprends par l'émission. Voilà, on en apprend des choses. À tout à l'heure, Alexandre. Merci pour ce petit voyage à Crassier. Simone Muller, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du volleyball club de la Côte avec ses 150 membres actifs et une dizaine d'équipes. Le club est actuellement en plein milieu de championnat. On va profiter de votre présence pour faire un petit bilan. Comment il se porte, ce club? Bonjour, merci de me recevoir. Très bien, les membres ont été très contents de pouvoir retourner en salle et pouvoir disputer un championnat que nous n'avons pas eu la saison passée. Ils ont entamé donc un premier tour qui n'est pas tout à fait fini, je crois qu'il se termine cette semaine. On a l'impression que le Covid n'est pas du tout passé par là, qu'il n'y a pas du tout même. C'est vrai? Oui, bien sûr. sûr. Parce que vous avez fait un début de saison qui était quand même assez génial. Je crois que quasiment tous les matchs étaient gagnés. On a l'impression que le Covid ne passait pas par là. Je pense que c'est la motivation des joueurs. Alors nous n'avons pas tout gagné, clairement pas, mais en tout cas nous avons bien joué. Notre 3e ligue Caracol en première place de ce championnat à mi-parcours.
Et les autres équipes se tiennent, se valent. Leurs objectifs sont en cours, quoi. Oui. Alors, c'est des joueurs qui évoluent de la 2e à la 5e ligue. Quels sont leurs points forts ? Alors, ce sont des joueurs en 2e et 5e ligue pour les adultes. Et ensuite, nous avons des groupes qui sont des jeunes joueurs juniors, donc de 17 à 23 ans. Ils disputent leurs championnats respectifs, participent à des coupes, notamment des coupes vaudoises pour les plus jeunes et pour les ligues inférieures. Et puis notre 2e ligue a pu disputer un tour de Coupe Suisse aussi. C'est toujours une épreuve difficile, on évite de tomber contre des équipes plus fortes, mais néanmoins, ils arrivent à se tenir et à montrer du beau volleyball et à se faire plaisir lors d'un match. Ouais, qu'est-ce que ça représente justement pour le club de jouer en Coupe de Suisse ? C'est une visibilité. Ça montre aussi un peu la crédibilité de nos jeunes que nous formons, puisque nous avons quand même des jeunes qui sont intégrés dans ces équipes et puis qui peuvent participer à des matchs à plus haut niveau avant d'être eux-mêmes dans ce niveau-là. Ouais, alors en préparant cette interview, vous nous avez avoué qu'avoir une ligue junior en garçons, c'est assez atypique. Pourquoi ? C'est étonnant. Le volleyball semble ne pas beaucoup attirer les garçons entre 16 et 20 ans. Il y en a peu. Nous battons tous les garçons dans tout le canton de Vaud. Et en fait, à la côte, peut-être parce que notre étendue sur Nyon et jusqu'à Littoral, comme ça, Aubonne, est grande, nous drainons beaucoup de monde. Donc, il y a beaucoup de garçons qui viennent. Puis après, c'est un petit peu du bouche à oreille. Quand ils sont bien accueillis, puis qu'il y a une structure encadrante pour eux, ils en parlent aux copains, puis ils reviennent. Et puis le temps qu'ils restent dans le club, certains restent, certains continuent quand ils vont faire leurs études, soit à Genève, soit à Lausanne. Mais en tout cas, c'est assez rare. On est 4-5 clubs comme ça à avoir des ligues de garçons reconnus. J'imagine qu'ils sont chouchoutés. Ils le sont, par 2 entraîneurs qui sont, 2 voire même quelques-uns en plus, qui sont assez dédiés à leur bien-être. Des fois, c'est plus l'entraîneur qui souffre parce que le jeune garçon à cet âge-là est souvent un petit peu comme les alpagas. Hein. Il est un peu joueur et pas très discipliné, mais toujours gentil. Oui, j'imagine. Ça se fait dans la bonne ambiance en tout cas. Et peut-être à l'image de cela, c'était également un camp d'entraînement qui s'est fait en Italie. Comment ça s'est passé ? Oui, alors notre entraîneur du mouvement junior a emmené un groupe de filles qui sont allées vers Milan disputer 3 matchs. Elles ont perdu, mais c'était des matchs de haut niveau pour elles. Et bien sûr que voilà, le moral en prend toujours un petit coup quand il s'agit de rapporter quelques points. Mais néanmoins, elles gagnent en expérience. Et voilà, c'est toujours festif. Il y a toujours des choses aussi qui sont organisées autour du volleyball. Elles ont quand même 4 à 5 heures d'entraînement en salle par jour, et puis ensuite un peu de temps pour visiter, faire d'autres choses, se mélanger, apprendre à se connaître entre elles et passer du bon temps. Et elles ont aussi l'occasion de voir un match de plus haut niveau où il y avait 1 ou 2 joueuses dans l'équipe qui étaient des joueuses de l'équipe olympique. Et bien sûr, après, de voir ces grandes stars en vrai, ça laisse toujours des souvenirs et du beau volleyball imprégné dans la tête, qui est très essentiel à leur apprentissage aussi, de voir jouer à plus haut niveau, puis pas que leur niveau, où voilà, elles évoluent et elles se rendent compte qu'il y a quand même un gap où elles peuvent franchir et s'améliorer. Oui, de quoi s'inspirer pour la suite, justement, à l'avenir? Quels seront les prochains temps forts du club? Donc nous reprendrons, quand l'école reprendra le 10 janvier, la suite du championnat. On verra après qui restera en lice pour la Coupe vaudoise. Donc il y a l'équipe de la 3e ligue qui est actuellement encore vainqueur et l'équipe de 2e ligue masculine. Et on verra encore combien de tours ils font. Elles semblent être bien parties. Enfin, les 2 équipes semblent être bien parties. Les garçons ont déjà une bonne réputation d'aller souvent jusqu'en demi-finale de cette Coupe vaudoise. Les filles, là, semblent caracoler et n'ont pas perdu un set depuis le début. Donc, voilà, elles sont en bonne voie d'y arriver. Ouais, et puis, enfin, un mot, si vous permettez, aussi sur cette vie du club, puisque c'est vrai que tout à l'heure, vous étiez avec nous en début d'émission, vous nous disiez « Ah, on voit là le papa de certains des joueurs ou de joueuses, je ne sais plus, qui sont là dans l'émission. » Et puis, un petit mot sur Juliette Saccardi, puisqu'elle est aussi membre du club, et c'est elle qui a gagné et a été lauréate de l'affiche Paléo 2022. Donc, on voit que finalement, ce club est riche, il fait aussi sa région. Du coup, vous avez gagné des passes pour Paléo cette année ? Comme d'habitude, nos 2 stands sont toujours là et nous travaillons assidûment s'il y aura un Paléo 2022. Nous nous en réjouissons. Pour l'instant, ça semble être en ligne, donc
Voilà, nous cherchons toujours des bénévoles au sein de notre club et un petit peu à l'extérieur pour venir nous aider pendant ces 2 semaines, avec bien sûr les frais de la princesse payés par Paléo, ce que les jeunes et les moins jeunes adorent beaucoup. Ouais, un club qui fait aussi sa région. Simone Muller, présidente, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci de nous avoir accueillis en tout cas. En culture, on passe sur les planches avec la compagnie Tarado qui est de retour sur scène avec Feu, la mère de Madame, un spectacle à voir encore du 15 au 19 décembre à la cave de la Rose d'Or de Loin. On regarde un extrait et on en parle après. Oh, et voilà ce que je craignais. Oh là 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 là, mais quelle catastrophe. Juste au moment où on allait se coucher. Seulement, on m'avait recommandé de préparer doucement madame pour pas trop la révolutionner. Vous pouvez me dire un peu que vous avez besoin de venir nous annoncer des nouvelles pailles? Monsieur, on m'a dit. Non, on m'a dit. C'est bien, aidez-moi. Levez-vous. Levez-vous. Montier. Allez chercher des selles, du vinaigre, est-ce que je sais, moi, au lieu de crier montez. Oui. Ça ne sert à rien. Oui, monsieur. Oh, God, Margot. On porte madame. Sur le plateau, nous ont rejoint 2 comédiens, Mariette Vuillet et Marc Eschbacher. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, en quelques mots, qui peut nous présenter cette pièce? Mariette, Marc? Marc, c'est pour vous. Alors, c'est une pièce courte d'abord, ça dure plus ou moins 45 minutes. Donc, pour ceux qui découvriraient le théâtre ou n'aiment pas le théâtre, c'est que 45 minutes. C'est du Feydeau, donc c'est supposé être drôle. En tout cas, nous, on a du plaisir à la faire, cette pièce. Et puis, je crois que le public a plus ou moins du bon retour en général. Je crois qu'ils sont contents quand ils sortent. Et donc, c'est du Feydeau. Donc, c'est typiquement une scène de quiproquo entre un mari qui rentre tard, son épouse qui l'accueille pas très contente par rapport à son état d'ébriété et la folie dans laquelle il est rentré ce soir-là, quoi. Et puis après, il y a une deuxième partie avec un événement inconnu, quoi, qui va venir semer le bazar dans la pièce. Voilà. Donc c'est très court et c'est plein de rebondissements. On dit que c'est l'exemple même du vaudeville. Pari réussi ou non? Tout à fait, oui. Oui. Feydeau, c'est le symbole du vaudeville. Et puis, donc, c'en est un, effectivement, mon cul sur la commode, etc. Quoi. Et après, évidemment, c'est plus difficile d'en parler quand on est partie prenante, mais je crois que par rapport à la gageure d'un vaudeville, justement, et en plus, français, en plus, donc c'est, je ne vais pas dire qu'il y a la barrière de la langue, loin de là, mais c'est un rythme quand même beaucoup plus soutenu, beaucoup plus... c'est une... Faut garder le rythme, quoi. Ça va vite, ça claque. C'est une façon de jouer quand même le vaudeville, et je crois en toute modestie, je crois qu'on s'en sort pas trop mal. Hein. Ouais. Mariette, justement, vous l'avez déjà joué, je crois que quelques représentations ont été faites. Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est très bien passé. Au début, évidemment, on essaye de trouver nos marques, et puis de fil en aiguille, au fur et à mesure des représentations, on commence à être beaucoup plus à l'aise, et on change des choses, des petites choses, en rapport avec le public qui réagit. Donc on expérimente des choses avec le public, c'est vrai? C'est-à-dire qu'on entend les rires, et le public est chaque soir différent. Donc quand on se sent bien à l'aise et porté par ce public, on se permet des petites choses. Toi surtout. On se permet de forcer un peu le caractère, c'est ça? Chose qu'on n'ose peut-être pas forcer. Sans en faire trop non plus. Disons qu'on s'amuse, quoi. Et puis on s'amuse. Comme c'est une pièce courte, si tout à coup on a un éclair pour choper quelques secondes en plus, prolonger le plaisir, on se les prend. Ouais. En matière de mise en scène, quels étaient les challenges pour vous, peut-être? Je sais pas. Disons que il y a déjà plein de
plein de gageures extérieures, quoi, disons, le lieu, quoi, donc on a répété dans un lieu, on se retrouve dans un autre qui est très sympathique d'ailleurs, que je vous recommande, si ce n'est pour le spectacle, mais d'y aller à cette Rose d'Or à Luin. Il fait du très bon pinard, en plus, monsieur, on profite de tout, c'est ça. Et donc il y a ça, déjà la gageure du lieu. Après, c'est un espace qui est assez petit aussi, donc il a fallu, je pense que le metteur en scène a dû quand même penser à ça aussi. Donc on profite de plus d'intimité aussi avec les spectateurs. Tout à fait, ouais. Pour vous, Mariette, qu'est-ce qui vous plaît dans cette pièce? Alors, évidemment, c'est une pièce qui est un peu vieillotte, je dirais honnêtement, mais il y a un côté léger, et dans cette période un peu anxiogène, je crois que les gens ont peut-être envie de ça, en tout cas de rigoler sans trop se poser de questions, même si la pièce peut-être est un peu, comme je disais, un peu vieillotte, mais nous, on a beaucoup de plaisir. Ouais. Et ça se ressent, c'est quelque chose que vous pouvez partager oui, aussi, bien sûr, avec le public, évidemment. Oui, je pense, ouais. oui, tout à fait. Et quoi de mieux que finalement d'aller au théâtre avec un bon verre de vin? Je crois que c'est le combo parfait. Feu, la mère de Madame, à voir donc encore jusqu'au 19 décembre à partir du 15. Voilà l'affiche, elle est là, elle est belle, elle est rose. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous, à la maison. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous.